Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce dernier vendredi de cette année 2022. À la une de l'actualité de ce jour, page politique pour commencer. 5% de la population de la cité d'Analamaïnt ne sont plus inscrits dans la liste électorale selon le chef de Foukountan aujourd'hui. La plupart n'ont pas été chez eux durant le recensement. Ces citoyens qui ne sont pas inscrits sont attendus jusqu'à demain 31 décembre pour effectuer leur inscription ou encore de vérifier leur nom dans la liste électorale, toujours d'après le chef de Foukountan de la cité d'Analamaïnt. Aujourd'hui, c'est un reportage de Anienne Martina Nzaranjansu. Analamayint cité dans le 5e arrondissement compte environ 4000 habitants et 2000 d'entre eux sont des électeurs qui doivent être inscrits dans la liste électorale. Jusqu'à aujourd'hui, 95% de ces habitants sont inscrits dans la liste électorale de ce Foukountan d'Analamayint cité, selon le chef de Foukountan. Le reste qui ne sont pas inscrits sont les personnes qui n'ont pas été chez elles durant le recensement, qui doivent être inscrits dans le plus bref délai, selon les explications. Si l'on se réfère à l'histoire, la cité d'Analamaïnt a été construite en 1962. Plus de 400 logements composent cette cité qui n'a cessé de se développer. Le Foukountan a inauguré ses 60 ans d'existence aujourd'hui à travers la mise en place d'une stèle sous la houlette du député de Madagascar élu dans le 5e arrondissement, Naïf Raouldine. L'association des étudiants de l'enseignement supérieur, le personnel et les agents au sein de l'université condamnent l'accaparement de terrain au sein de l'université selon leur déclaration aujourd'hui. Cette association appelle également à l'achèvement de la délimitation des terrains de l'université afin d'éviter ce genre d'incident. Par ailleurs, la loi sur la gestion de l'université devrait être révisée selon toujours les explications. C'est toujours un reportage de Anienne Martina sur les images de Zahra Genso. Bon nombre de constructions sont observées dans la zone où se situent les cités des étudiants de l'université d'Antananarive, d'après ce que l'on constate actuellement. Depuis l'année 2012, le nombre de ces infrastructures s'est accru selon le CROI au Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarive. Le souci réside néanmoins sur le manque de délimitation claire des terrains de l'université, selon la déclaration officielle du secrétaire général du MAFAMI, l'association des étudiants, des employés et les agents de la zone d'Antananarive aujourd'hui. Les étudiants malagas seront en danger si ces cas d'accaparement de terrain continuent, le MAFAMI qui condamne ces actes. Seul le respect de la loi constitue la solution pour éviter cela. Le premier responsable doit voir de près cela, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, selon toujours le MAFAMI. Cette association est prête à travailler avec l'État, surtout dans la gestion de la zone de l'université d'Antananarive. L'insécurité a prévalu au cours des 2 derniers mois de cette année dans la commune de Fiadalan à Pangabe. Les vols de proximité et les barrages routiers, tels sont les cas fréquents d'insécurité dans cette localité. Certains des criminels ont été arrêtés, mais certains membres de leur famille affirment connaître des autres autorités et menacent le chef Foukountan. Ainsi, les habitants lancent un appel à tous les responsables concernés de voir de près cette situation. Reportage de Radou Ramanazatouf. Les animaux domestiques, les ustensiles de cuisine sont les principales cibles en matière de vol de proximité dans la commune de Fiadan à Pangabe. D'autre part, les bandits ciblent notamment les commerçants en matière de barrages routiers. Cette insécurité qui règne depuis le mois de novembre jusqu'à maintenant, selon Marcel, un habitant. Pour rappel, une maison a été cambriolée dans la nuit du 24 décembre. Le propriétaire de la maison était à l'église à ce moment-là, mais est revenu soudainement à la maison. Un bandit a été attrapé, ce dernier qui a indiqué par la suite ses complices. D'après une source auprès du groupement de la gendarmerie dans cette localité, il y avait 8 suspects dans cette affaire et ils ont tous été enquêtés. Mais quelque temps après, certains membres de la famille des suspects ont parlé et menacé le chef de Foukountan lorsqu'il n'a pas accepté d'effectuer une pétition pour la protection de ces suspects. Cette affaire passera devant le juge le mois de janvier prochain. Et à 2 jours de la fin d'année, 75% des endroits qui organisent des événements sont à guichet fermé actuellement. Les clients ont été nombreux à réserver cette année. Cela fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'événement en cette période à cause des restrictions sanitaires. Cette année a apporté un nouveau souffle et a été particulière comparée aux 2 années précédentes selon les organisateurs, que ce soit au niveau des artistes de l'organisation que des repas. C'est un reportage signé Sylvain et Secha Genab. Des dizaines d'événements se tiendront dans le cadre de la célébration de la fin de l'année et de l'accueil de la nouvelle année dans la capitale. C'est une première depuis 2 ans que des événements de cette envergure se tiennent
dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Et les clients sont nombreux à réserver selon les explications. C'est notamment le cas auprès de cet espace Aïvat. Les réservations sont de plus en plus nombreuses à 2 jours des fêtes. Concernant les tarifs des événements, cela varie entre 60 000 arrières à 120 000 arrières en général. Le tarif n'a pas augmenté selon les organisateurs. Les offres ont été nombreuses également. Beaucoup ont fait l'effort de prendre des artistes avec des ambiances clubbines, des repas gastronomiques. Comme cet hôtel 6 Mbouidaï, outre les espaces et les restaurants, d'autres lieux ont organisé des événements dans le cadre de cette fin d'année 2022. Dans l'actualité de ce jour également, page sportive, le roi du football brésilien des années 1960, Pelé, a tiré sa révérence. Il est décédé hier 29 décembre à l'âge de 82 ans selon la déclaration officielle de sa famille. Un joueur emblématique du Brésil de la fin des années 1950 jusqu'à 1977. Les détails avec Sylvain et Oubi Rassamanan. Le monde du football est en deuil actuellement. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est décédé à l'âge de 82 ans. Star du football brésilien, a joué comme attaquant et avant-centre de 1950 à 1977. Au cours des 27 années où il a joué, Pelé a écrit une histoire et a été classé comme le roi du football. Pelé est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde du football à 3 reprises, en 1958, 1962 et 1970. Et il n'avait que 17 ans lorsqu'il a remporté sa première Coupe du monde. Au cours de sa carrière, il a marqué 1291 buts en 1363 matchs, le meilleur record au monde à ce jour. Et on sait qu'il en a inscrit 757 dans une compétition officielle. Pelé s'était fait connaître par des gestes d'une virtuosité technique inédite qui ont fait de lui un artiste du football. Ces techniques, ces compétences, qui sont encore un héritage du ballon rond jusqu'à présent. Mis à part cela, Pelé a également été ministre des Sports brésiliens de 1995 à 1999. C'est à cette époque qu'il rêvait également de devenir président du Brésil. Après l'annonce officielle de son décès, les mots de réconfort et les hommages à Pelé de la part des joueurs, des clubs de football et de nombreux présidents et personnalités publiques ont afflué. Le président de la République André Joelma en fait partie de ceux qui ont exprimé ses condoléances sur le réseau social et a annoncé que son talent et sa renommée ne s'effaceront jamais dans le cœur des fans du football et que la joie qu'il a partagée sur le terrain sera toujours dans les mémoires. Et justement, dans les actualités sociales, toujours concernant ce décès de Pelé, le Brésil débute aujourd'hui, 30 décembre, un deuil national de 3 jours après le décès à 82 ans du roi Pelé, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps et pleuré à travers la planète. Réaction de ses anciens coéquipiers au club mythique de Santos, Pepe et Lima. France 24. Quand Pelé est arrivé, j'étais chez le coiffeur à côté. Un gars du club qui vient et me dit « Je vous emmène un garçon, je suis sûr que vous allez l'aimer. » J'ai dit « C'est quoi son nom ?»« C'est Edson de Nascimento, mais on l'appelle Pelé. » Et le garçon était à côté au bar, en train de boire un coca. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne prenait pas simplement un nouveau jeune qui venait faire un test et qu'on allait transformer en superstar. Non, il a tout de suite montré ce qu'il savait faire. Il a dit « J'aime jouer comme ça ». Et c'est nous, le reste de l'équipe, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui s'est adapté à lui. Parce qu'il avait une façon complètement différente de jouer. Avoir joué avec Pelé, ce n'est pas simplement une fierté. En fait, on aimerait savoir ce qu'on a fait pour mériter un tel honneur, un tel plaisir de tous les 4 jours être avec lui. Et là, je vous parle des matchs officiels, mais il y avait les entraînements et tout le reste. C'est indescriptible. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu. Et l'explosion des cas de Covid-19 depuis l'abandon des restrictions sanitaires met les hôpitaux et les crématoriums chinois à rude épreuve. Dans le plus grand hôpital de Shanghai, les patients doivent attendre des heures avant d'être pris en charge. Certains doivent même attendre dehors par 0 degré. Les médicaments commencent à se faire rares. France 24 nous en dit plus. Jour comme de nuit, les ambulances se succèdent aux portes des urgences. Cet hôpital de Shanghai est l'un des meilleurs du pays et il est débordé par cette vague de Covid.
Brancards et bouteilles d'oxygène entassées jusque dans le hall d'entrée. La veille, les patients attendaient même dehors, par 0 degré. Après 7 heures d'attente, cette femme a pu faire entrer sa belle-mère. À l'extérieur, on m'a donné 2 couvertures, sinon on serait morte de froid. Installée dans le couloir par manque de place, son état est alarmant. Ses poumons sont atteints. Je suis très inquiète, je me sens impuissante. Il y a beaucoup de monde, l'hôpital fait de son mieux. Il manque de personnel. Les médecins n'ont même pas le temps de répondre à nos questions. Ici, pour les cas les moins graves, les médicaments contre la fièvre sont rationnés. Plus disponibles en pharmacie, l'hôpital peut en prescrire, mais seulement une dose journalière par personne. L'attente est donc longue. On aurait pu préparer des stocks de médicaments avant de lever les restrictions. C'est la faute du gouvernement. Soit on est confiné de manière stricte, soit toutes les mesures disparaissent d'un coup. Les cas graves se multiplient, surtout les personnes âgées, les moins vaccinées. Ce patient de 91 ans ne survivra pas. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Je veux juste être près de lui pour ces derniers instants. Dans tout le pays, les crématoriums aussi sont dépassés. Devant celui-ci, dès le matin, des dizaines de familles attendent pour enregistrer leurs défunts. On doit faire la queue. Il n'y a plus de place. Pour aujourd'hui, c'est déjà fini. On ne sait pas s'il y aura de la place demain. Malgré l'affluence hors norme, la plupart de ces décès ne sont pas répertoriés comme liés au virus. Sans test PCR, comment peut-on savoir? On ne fait plus de tests et on ne compte plus. Officiellement, la Chine ne recense qu'une dizaine de morts liées au Covid-19 depuis la fin des restrictions. Un nombre qui semble sous-évalué parce qu'ici, seuls les décès suite à une insuffisance pulmonaire sont comptabilisés. Et l'Ukraine a dénoncé des frappes massives de plus de 120 missiles russes hier matin visant plusieurs régions dont la capitale Kiev. Une nouvelle salve destinée à détruire l'infrastructure énergétique du pays en plein hiver. La ville de Kherson, libérée il y a un mois, n'a pas été épargnée. Elle fait l'objet d'au moins 20 frappes quotidiennes selon les locaux. France 24 toujours. Entre les attaques, les pompiers de Kherson sillonnent la ville pour mettre fin aux incendies et secourir les civils. Devant ce qui reste de cette maison, cette Ukrainienne pleure son fils, tué au petit matin par un bombardement russe. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je voulais qu'il se lève et qu'il quitte la maison, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, nos vies sont détruites. Dans ses mains, le passeport de son fils, sorti des décombres. Elle en aura besoin pour récupérer sa dépouille et l'enterrer. Cette maternité a été ciblée, pas de victimes, mais des soignants terrorisés. L'obstétricien a attrapé un nouveau-né qui se trouvait encore dans la salle d'accouchement. Et à peine sorti de là, les vitres ont volé en éclats. Ce nouveau quotidien sous les missiles contraste avec les scènes de liesse du mois dernier, quand les troupes ukrainiennes avaient repris la ville de Kherson après 8 mois d'occupation russe. Boutée hors de cette ville stratégique, considérée comme la porte d'entrée vers la Crimée, les Russes la bombardent à présent depuis leur position à l'est du fleuve Dniepr. Depuis ce week-end, plusieurs centaines de civils ukrainiens se résolvent à quitter leur ville, créant des bouchons à la sortie de Kherson. On est resté jusqu'à maintenant en pensant que ça passerait. Mais quand la maison de notre voisin et celle de mon père ont été touchées, on a pris peur. Ceux qui restent prennent chaque jour plus de risques. Les frappes tuent au hasard. Comme cette secouriste bénévole, touchée à quelques mètres seulement de l'abri de la Croix-Rouge, où l'attendait son fils de 12 ans. À la gare, les autorités ukrainiennes ont affrété des trains spéciaux et encouragent les habitants à partir. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons un très bon week-end et très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Au revoir.